Si tu fais encore ton SEO à la main sur Claude Code ou sur ChatGPT directement et tu lui demandes de prendre tes articles et ensuite tu vas les copier sur ton site, je pense qu'il faudrait que tu te penches un petit peu sur comment tu vas automatiser tout ça pour accélérer ta création de contenu et en faire quelque chose de industriel en quelque sorte. Comme ça, tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment utile. Aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon business, dans ce que je fais, pour avoir une architecture et une infrastructure qui est, scalable et qui est évolutive pour, mes projets SEO. On fait le petit rappel, on parle toujours de Wildcat aujourd'hui, mais on va un peu plus parler de l'infrastructure, de comment moi je fonctionne en interne et je vais un peu vous expliquer. J'ai fait un méga document avec plein de graphes et je vais passer petit à petit sur tous les différents trucs pour que vous compreniez un peu quel système j'ai mis en place, si ça pourrait vous aider à faire pareil. Donc on fait quand même un petit récap par rapport à Wildcat. Encore une fois, là, j'ai relancé au niveau des articles, j'ai reproduit des articles pour tout le mois d'août. Comme d'habitude, ça monte gentiment. Il faut que je travaille sur certains trucs que je vais discuter la semaine prochaine, mais en gros, j'ai découvert deux trois trucs qui pourraient vraiment améliorer le tout. Mais j'en reparlerai la semaine prochaine. Aujourd'hui, on se concentre sur une architecture, comment est-ce que ça tourne au niveau de mon business. Je vais essayer de prendre l'exemple. Donc, en gros, là, vous avez tout le process que j'ai mis en place avec, ça fait 3 4 mois que je travaille dessus sur Claude, avec Hermès, en l'occurrence également avec des cron jobs et compagnie, pour automatiser une grande partie de mes processus. Comment ça se passe? On va commencer par la scène, donc c'est en gros l'état général. L'état général, c'est pour voir les sources, c'est pour voir la collecte, c'est ce qui se passe, pour la détection, la validation humaine, l'exécution. Donc concrètement, au niveau des sources, moi je commence très simple. La Search Console vous donne quasiment tout ce que vous avez besoin de savoir. Les clics, les impressions, les positions, les requêtes. Vous avez juste à faire des scripts pour aller récupérer ces informations et ensuite vous faites des calculs pour voir qu'est-ce que vous devriez faire. Le sitemap également, ça va vous permettre de comprendre quelle page est indexée, quelle page ne l'est pas. Pareil, j'ai un skill qui va aller scanner mes sites et voir pourquoi il y a des problèmes d'indexation. Et du coup, en gros, on va savoir déjà quelle URL est indexée ou pas. Et ça va nous permettre de jouer là-dessus. On a du coup notre URL Inspection API pour aller plus loin dans ce problème d'indexation. Et on a le business profile quand c'est des SEO de type local, quand je gère la fiche Google by Business. Du coup, j'ai ces 5 sources-là. Ensuite, la collecte, comment ça se passe? Tout simplement, c'est j'ai une base de données Postgre où je stocke toutes les informations que je récupère. Parce que ce qui est de plus important aujourd'hui, c'est la data. Tout le reste, c'est de la commodité, sauf la data de. Alors, attention, l'information pure qu'on peut trouver sur Google, genre comment faire une recette de crêpes, c'est de la commodité. Mais par contre, la data réelle de projet, ça, c'est le truc le plus important à récupérer. Donc, il faut que vous stockiez toutes ces informations-là. Donc, moi, comment ça se passe? C'est que chaque semaine, de façon quotidienne et de façon hebdomadaire, j'ai des crawls qui vont être faits sur la Search Console, sur les différents projets que je gère, qui vont me donner toutes les informations que j'ai pour faire des rapports, pour voir qu'est-ce que je dois modifier, qu'est-ce que je dois améliorer. Donc, c'est la collecte GC, la collecte du sitemap, l'inspection des URL, les opportunités. Donc, au fur et à mesure que vous créez du contenu, vous allez avoir des opportunités de mots-clés, des opportunités de nouveaux contenus à créer, des baisses. S'il y a des articles qui sont en monte, qui sont en baisse, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez le mettre à jour? Est-ce qu'on peut l'enrichir? Est-ce qu'on peut le fusionner? Les nouvelles requêtes, ceux qui sont perdus. La cannibalisation, très important. Typiquement, si on a deux articles qui sont en train de se cannibaliser, eh ben, il faut pouvoir le détecter et pour pouvoir faire potentiellement soit une migration, soit on supprime un des 2 articles, soit on met à jour, soit on change l'angle. Donc c'est toutes ces informations. Comment on sait ça? Eh ben, c'est en récupérant les données. Transition d'indexation et proposition d'action. Au niveau, de la validation, il y a des trucs qui peuvent être faits sans validation humaine, d'autres non. Et ben, du coup là, j'ai essayé de séparer ces 2 trucs-là. Quand il y a des trucs qui sont nécessaires, et ben, en gros, ça va passer par moi. Ça va m'envoyer un message sur Telegram ou ça va me mettre en gros dans ma inbox, dans ma to-do list. Et ensuite, ben, moi, je vais valider. Du coup, l'exécution, typiquement, si on prend un agent IA, il va refaire du contenu, il va faire changement de title, méta, diagnostic, indexation, nouveau contenu. Et ensuite, on continue, on fait la publication sur le site, sur le Google My Business. On oublie LinkedIn ici et on fait des rapports. Surtout très important, cette mesure que je fais, typiquement chaque semaine, je vais faire un rapport hebdomadaire. Bah, la semaine suivante, je vais également me baser sur le rapport de la semaine dernière. Parce qu'en SEO, on sait que ça prend du temps. Quand on fait des modifications, on ne peut pas du jour au lendemain dire: «Ah, bah, en fait, ce que j'ai fait, ça a servi à rien».
Et du coup, il faut prendre du temps. C'est-à-dire qu'il faut stocker ces informations. Il faut stocker que la semaine dernière, on a proposé cette amélioration, on l'a mis en place. Est-ce que 7 jours plus tard, 14 jours plus tard, 21 jours plus tard, est-ce que cette modification, elle fait sens? Donc ça, c'est le truc le plus important que j'avais pas mis au départ et je l'ai ajouté par la suite. Et c'est ce qui va faire que ça fait sens parce qu'autrement, si vous modifiez toutes les semaines quelque chose, bah en fait, aucune de vos modifications va avoir de sens. Donc avec le petit résumé, la Search Console, le sitemap, URL Inspection, c'est pour voir page par page pourquoi elle n'est pas indexée, la fiche Google My Business, la file de job, donc tous les trucs à faire, collecter, détecter, proposer. Les jobs du calcul hebdo, donc c'est toutes les collectes, c'est ce qu'on a vu un petit peu, hein, c'est un résumé, je fais la validation humaine s'il y en a, les approbations liées au H et le rapport hebdomadaire. Donc ça, c'est la boucle, c'est un peu la boucle qui se fait. Ça, c'est la première étape. Ensuite, du coup, on a la scène 2 qui est l'onboarding. L'onboarding, j'en ai déjà parlé au niveau de comment vous allez débuter votre projet, qu'est-ce que vous allez faire pour que votre projet il soit pertinent. Et ben moi, du coup, j'ai tout un système d'onboarding. Comment ça va se passer? J'ai souvent un premier call avec un client que je vais évidemment transcript pour pouvoir récupérer un maximum d'informations. Dans ce premier call, ben, on va discuter de façon assez naturelle. Et moi, ça va me permettre déjà d'avoir un contexte initial. Ensuite, on a un contexte qui peut venir du site, existant ou pas. Souvent, il y a au moins quelque chose, donc de la documentation, peu importe. Tout ça, ça va me permettre, donc avec mon contexte que j'ai, sans avoir demandé grand-chose à la personne, je vais créer un interview. Interview qui est basée justement sur ses sources initiales. Donc c'est une interview qui est guidée et en fait les questions elles vont être pertinentes par rapport aux matériaux de base que j'ai, par rapport, par rapport à tout ce que je sais moi. Cette interview va permettre d'aller récupérer une information justement que je n'ai pas encore. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Bah, moi j'ai créé tout un système qui va permettre de générer un nouveau questionnaire que je vais envoyer au client et il va pouvoir répondre, il va pouvoir mettre des pièces jointes. C'est tout ce qui est expliqué ici, donc une interview guidée, un protocole dirigé pas à pas, un questionnaire structuré au rythme du client, réponse plus pièce jointe, Vertiel. Lui, il peut la faire au fur et à mesure, évidemment, hein, il peut enregistrer et revenir plus tard, parce que souvent, c'est des trucs qui prennent entre 20 et 30 minutes en moyenne, pour vraiment avoir un maximum d'informations. La sortie, du coup, ça va me donner, en gros, ça va me permettre, la sortie dans l'output de ce questionnaire, ça va me permettre de générer tous mes documents de mon branding de la marque. Ces documents-là, ils vont être du coup ajoutés dans le repo du project, et ça va me permettre d'utiliser pour toute ma production SEO, donc brief, contenu, marque. Et on a également du coup, des confirmations qui sont faites également et ça va être également ajouté en tant que pour mon monitoring, donc toute ma pipeline de SEO, j'ai besoin du coup, au moment où je finalise mon onboarding et ben, du coup, je peux le rajouter dans le fait que, OK, ben, ce projet-là, il a débuté et il va pouvoir être mis au fur et à mesure à jour. Donc, si on résume très rapidement, le noyau, du coup, c'est le wiki, c'est où il y a le registre des projets, les briefs déjà écrits. L'onboarding contextualisé, c'est le questionnaire qui est préparé avec ce qu'on sait déjà. Le but aussi là-dedans, c'est pas de poser des questions sur les trucs qu'on sait déjà. Pour éviter de. Déjà, c'est un peu chiant, je pense que si on me demande 10 fois la même chose, au bout d'un moment, ça va me saouler, ça fait pas professionnel. Donc, ça, c'est très important parce que quand on fait des questionnaires qui sont génériques, et ben, on se retrouve à poser des questions qu'on a déjà la réponse. Et du coup, autant essayer d'aller plus loin, de poser des questions qu'on ne sait pas, autant pour le client que pour nous. Interview guidée, un questionnaire structuré comme j'ai dit, un lien sécurisé, des pièces jointes au cas où, des reprises possibles, évidemment, l'export des sources plus la couverture et les faits à confirmer s'il y a besoin. Ensuite, du coup, les acteurs, vus d'ensemble, du coup, moi-même qui fais la stratégie, la validation, l'arbitrage, on a des agents IA qui sont là pour faire de la recherche, faire de la rédaction, faire du diagnostic, faire de l'exécution. On a Google qui est là pour faire, en gros, il interagit avec les agents IA. On a un autre cockpit SEO, donc c'est toute ma base de données et avec ma file de jobs qui sont en cours. Donc tout est stocké dans cette base de données SEO pour chaque client. Et ensuite, typiquement, la base de données, elle va pouvoir faire, grâce à toutes les données qu'on a, des digestes hebdomadaires, des trucs quotidiens suivant le type de client, suivant son besoin. On continue très rapidement avec la production de contenu. Comment ça se passe au niveau de la production de contenu? Donc là, on a fait l'onboarding, très bien. On a toutes les informations pour pouvoir commencer à travailler. À partir de là, la première chose que je vais faire en amont évidemment un petit peu, c'est déjà réfléchir. Ça, je ne l'ai pas encore automatisé complètement parce que pour moi, c'est le travail qui est le plus important et du coup, j'ai pas réussi à faire en sorte que ça soit assez propre pour l'instant et assez cadré. Donc en gros, je vais tout faire, je vais faire la phase de création d'architecture, de réflexion, c'est-à-dire que je vais aller voir les concurrents, comment ça se passe.
Je vais essayer de comprendre pour que moi aussi je m'imprègne aussi du besoin pour pouvoir créer un peu la racine. Donc c'est ce qu'on avait fait avec Wildcat, c'est que j'avais créé l'architecture, j'avais moi pensé à comment on devrait architecturer le site. Mais dès que tout ça est en place et dès que je peux commencer à créer du contenu, c'est ici que ça rentre en compte, la production de contenu. Donc la topical map, on l'a vu, c'est le fait de cartographier tous les sujets d'un cluster. Par exemple, si on veut parler de SEO, et ben du coup, on va cartographier le SEO on-page, le SEO off-page, les backlinks, le côté technique, peu importe, c'est les sous-catégories de notre catégorie principale. Et j'ai un peu menti, SEO off-page et backlink, c'est un peu ça fait partie de la même chose. Mais vous avez compris, topical map, on fait une cartographie de nos différentes catégories, de nos différentes thématiques. Les mots-clés et les volumes réels, donc on va se baser sur la Search Console, on va se baser sur Google Keyword Planner, on l'a déjà vu dans ma première vidéo. On va se baser sur Data for SEO, ce qui va nous donner des idées de, OK, par rapport à ces contenus, on a ces mots-clés qui pourraient être intéressants. On va faire une analyse de la SERP pour comprendre les intentions de recherche. On va voir au niveau des concurrents, qu'est-ce que les concurrents n'apportent pas et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter. Et on a les entités et Google Search Console, donc ce qui marche déjà. Donc ça, si jamais tout ça, c'est déjà automatisé. Donc toute la partie, toutes ces 5 étapes-là sont automatisées. Ensuite, on a pour chaque du coup article qu'on va faire, chaque contenu, on a un brief SEO qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on a besoin dans un brief? Spec immuable, des sources vérifiées, très important, on va aller récupérer des sources et un CTA pour chaque brief. On a une intention, encore une fois, le but là, encore une fois, ça dépend le type de contenu qu'on fait, hein. On a des pages piliers et on a des pages de type blog. Ce n'est pas la même intention finale, mais si je prends le contexte d'un article de blog, parce que concrètement, c'est pour ça que j'utilise tout ce système-là, c'est pour la création de contenu de type blog, article, donc avec des intentions de recherche très très précises, et bien là, on va avoir un CTA unique. Ensuite, le relecture adversarial, qu'est-ce qui se passe? En gros, ce brief SEO, moi, je vais le faire challenger par un autre agent qui va essayer de casser au maximum, de dire est-ce que c'est vraiment pertinent. Et ça, du coup, ça va être une petite boucle qui va se faire que jusqu'à ce que cet agent-là, il valide le brief, et bah, du coup, on recommence jusqu'à faire un brief qui est valide. Le brief, il contient toutes ces choses-là, donc la SERP, l'état concurrentiel, le content gap, donc le fait qu'on apporte quelque chose que les autres ne font pas. Dès que c'est passé, on va partir sur la production. Donc là, on a l'écriture. On est en train de faire de l'écriture pure. Toutes les datas, tout ce qui est data et compagnie, on l'a déjà vu avant. Donc là, on se concentre sur l'écriture. On va faire une passe de Luminizer anti-IA. On va faire une vérification des sources, enrichissement du JSON, donc c'est les données structurées, et une revue éditoriale. Encore une fois, ça, c'est 5 étapes. Il y a 5 agents, il y a 5 skills en soi qui vont s'enchaîner de façon assez classique. Sachant que toute cette phase de production-là, elle est évidemment drivée par le brief, contenu et marque. Tout est lié, hein. Quand on a fait ce travail de branding, eh ben, il est utilisé dans la phase de production et également dans la phase de brief. Ça, c'est très important parce que sans ça, vous vous retrouvez encore une fois avec des articles qui sont génériques. Et la phase de publication, pareil, il y a pas grand-chose à comprendre, hein. Vu que la plupart de mes sites, c'est sur Astro et que c'est moi qui gère les sites directement de A à Z, eh ben, c'est tout géré. Je fais le il y a pas grand-chose à savoir par rapport là-dessus. Encore une fois, ça dépend si vous avez des articles sur WordPress, mais vous pouvez très bien connecter au final à WordPress, ça change rien, c'est assez classique. Par contre, un truc tout bête, hein, qu'on peut ne pas faire, au moment où je vais publier, eh ben, je vais envoyer un ping sur Index Now pour aller indexer et envoyer aussi une demande sur la Search Console. On peut le faire à la main. Vous vous rappelez, on peut, si on a un article, une page, je vais en prendre un au bol, ça va faire un beau test parce que potentiellement, il ne sera peut-être pas indexé, je sais pas, normalement oui. Vous pouvez voir est-ce que votre page est indexée ou non. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander une indexation. Donc ça, on peut le faire de façon manuelle et on peut le faire aussi via API, même s'il y a des limites. Et donc, moi, pour les sites que je monitore et que je peux du coup gérer, et ben du coup, j'ai ce truc qui est automatique. Au moment où je poste l'article, je vais faire une demande d'indexation. Donc, si on recomprend la scène, la topical map, la carte des sujets que le site doit couvrir, organisée par thème et par importance. À l'analyse de la SERP, regardez ce que Google affiche déjà pour une requête, pour viser l'intention réelle, pas celle qu'on imagine, très important. Le brief, le contrat de l'article, le sujet, l'intention, le CTA unique, les sources, liens internes, la longueur. La relecture, un agent dont le métier est de casser le brief, trouver l'intention floue, la différenciation nulle, les sources faibles. Écriture, chaque session répond à une décision que le lecteur vient de prendre. Choisir, comparer, agir. L'humanizer, les sources vérifiées, enrichissement, le draft, le review, le approve. OK?
On passe à la section suivante au niveau du monitoring. Le monitoring, comment ça se passe? On a vu déjà qu'on a fait tout ce travail d'architecture initiale, donc c'est là qu'on va pouvoir faire ce monitoring de façon très simplifiée et automatisée pour 90% du travail qu'il y a à faire. Donc comment ça se passe? Moi, tous les lundis, j'ai un tic qui va se faire, qui va aller récupérer, qui va voir tous les sites qui sont actifs, parce que du coup, ben, dès que je ne monitore plus un site, dès que je m'occupe plus d'un site pour un client, ben, j'arrête de le faire, tant pis. Et du coup, il va aller faire tout un, monitoring qui est quasiment, scripté de A à Z, vu que c'est que de la data. Je vous ai dit, c'est que de la data à récupérer sur la Search Console. Donc on va détecter keyword opportunité, keyword decline, les requêtes, les nouvelles requêtes, les cannibalisations, les URL qui font problématique avec la collecte du sitemap. Tout ça, c'est que des scripts, il y a absolument pas besoin d'avoir de LLM derrière. Le LLM, il sera pour, par exemple, au niveau de la cannibalisation, on aurait 2 URL, une requête, et bah, du coup, le LLM, il va aller voir, il va aller juger quel article on garde, qu'est-ce qu'on fait. Mais au niveau de la data, il y a absolument pas besoin d'avoir de LLM. Donc économisez vos tokens. Ensuite, ici, tac, 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 publier rapport. On a un rapport, du coup, il va se faire, du coup, pour chacun de mes projets, du coup. Par rapport à ça et par rapport au rapport de la semaine dernière, on va faire un rapport. Ce rapport, il va être droppé dans le repo du projet et en gros, j'ai un dossier qui s'appelle document monitoring et chaque semaine, du coup, j'ai le rapport qui est envoyé. Comme ça, on a l'historique au fur et à mesure. Ça, c'est pareil aussi du coup, ça peut dépendre aussi des besoins clients. Certains, ils ont besoin ils aiment bien avoir des trucs, de façon hebdomadaire, d'autres, ils s'en foutent un tout petit peu, donc tout ça, ça dépend. Ensuite, les règles d'exécution de la file, donc on collecte, on détecte, on propose les prérequis. S'il y a des erreurs, bah là, du coup, ça va passer par moi potentiellement. Moi, j'ai de toute façon des rapports aussi hebdomadaires sur chacun de ces projets, sur qu'est-ce qu'on doit faire. C'est un peu ce qui est marqué là, approuver, rejeter, snoozer, approbation liée au H. On a des rapports cross-objet, cross-projet, pardon. Donc, pour résumer encore un tout petit peu, ce résumé est intéressant. Le tick horaire est une fonction qui se réveille toutes les heures pour faire avancer la file. Donc, en gros, parce que j'ai une grande file, donc avec Vercel, on peut pas spammer. Donc, je fais ça de façon tranquille. Le catalogue hebdo, travail de la semaine par projet, 3 collectes, 5 détecteurs, un producteur de propositions. Donc, c'est ce qu'on a vu ici au niveau des collecteurs et des propositions. Le catalogue quotidien, les jobs par tick, bon, ça c'est des détails encore une fois, mais c'est pour éviter que ça meure. En gros, ben, j'ai des petits tics. Ça, c'est que la technique, c'est pas très important. Les gros projets, ils ne prennent pas tout le tick. Encore une fois, c'est pas très important. Les dépendances collecte, les findings, les erreurs, l'absent pipeline. Donc là, pour résumer au niveau de ce qui se passe, le tick horaire, le catalogue hebdo, catalogue quotidien, ça, les job parties, c'est du technique, c'est pas très important à savoir ici. Ce que est important et ce que je veux transmettre ici, c'est quoi le process. Ensuite, ici, on a la partie SEO local business. Local business, comment ça se passe? J'ai tout un système aussi mais c'est un peu plus simple parce que c'est quand même, c'est pas ce qui est le plus important si vous faites du local SEO, hein. Ce qui est important, c'est les avis clients. Ça, le truc est très important. Donc, on fait une collecte au quotidien. Vous pouvez faire toutes les 12 heures, toutes les 6 heures, ça dépend un petit peu. Évitez juste de faire toutes les 48 heures, parce que si vous répondez à un avis au bout de 2 jours, ça peut être problématique. 6 heures, je pense que c'est un bon compromis. Ensuite, bah, typiquement, on va regarder, est-ce que 4-5 étoiles sans réponse, bon, bah, on fait une réponse, il n'y a pas de problème. Si on fait un review 1 à 3 étoiles, et ben là, du coup, on va aller faire une alerte directement sur le propriétaire pour lui annoncer ce truc-là, pour que ça soit lui qui nous dise quoi faire, ou alors qu'il le fasse directement lui. Et aussi, j'ai un système pour avoir un suivi des employés. Typiquement, il y a des clients que j'avais qui voulaient avoir un suivi des avis Google qui citaient différents employés. Donc, pour des serveurs potentiellement, pour plusieurs types de services, ça pourrait être intéressant. Et du coup, moi, j'ai mis en place un système pour pouvoir mettre directement dans les paramètres du projet toute l'équipe, tous les employés. Et du coup, bah, ça va détecter. S'il y a un avis Google qui concerne cette personne-là, ça va détecter. Et pareil, à la fin du mois, bah, moi, je fais un rapport quotidien. Il y a eu 10 articles, pardon, 10 avis qui ont cité cette personne. Et du coup, ça permet aussi de faire un suivi de façon très personnalisée du côté de l'entreprise. Le rapport hebdo, on l'a vu, la boucle se referme. Lundi 7 heures, moi, j'envoie tous les trucs. C'est assez scalable comment j'ai fait pour l'instant, parce que de toute façon, après, je pourrais paralléliser. Qu'est-ce qui se passe? On fait le tick, toutes les steps ils sont conclues, oui, non. On fait un rapport qui est cross-project et qui va déposer dans chaque projet un document.
on fait un constat, on fait des révisions. Si ça devait passer par moi, ça passe par moi. Sinon, ça passe à part en automatique. Donc la dernière étape pour la CN8 au niveau de la gouvernance, qu'est-ce que l'IA peut faire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Il y a ce petit graphique, mais je vais directement passer ici car c'est quand même beaucoup plus clair. Au niveau de l'observation, collecter, lire, comparer, rapporter, il n'y a pas de risque. On est sur de la lecture seule, donc on peut l'automatiser. Le playbook permanent, donc retenter, resynchroniser, corriger une erreur, automatique mais audité. Le plan approuvé, pareil, suivant la complexité du plan ou suivant les risques du plan, on pourrait avoir une approbation, mais la plupart du temps, ça se passe bien. Les changements larges, navigation, schéma, claim sensible, là on approuve le plan, donc là ça passe par moi directement. Ce qui est sensible, ce qui est destructif également, ça passe par l'humain. Et voilà, le reste, au niveau des cron jobs, c'est assez classique. Au niveau de où vivent les données, bah là vous avez un petit résumé un petit peu que je vais laisser pour la fin. Donc voilà, je suis rentré un peu en détail sur comment je fonctionne de mon côté. Certains vont dire que c'est un peu overkill. Moi, j'avais besoin d'avoir ça pour, en fait, que ça soit évolutif. Parce que oui, pour l'instant, bah, je pourrais m'en sortir en ayant peut-être une architecture qui est plus légère. Mais si je commence à avoir peut-être plus de clients, plus de sites à gérer, et ben, direct, on voit les limites. Et c'est là où on voit l'importance de réfléchir à qu'est-ce qui est important de faire et comment on va manager le truc, qu'est-ce qu'on va automatiser, qu'est-ce qu'on ne va pas automatiser. Il y a des tâches qu'on peut automatiser, d'autres qu'on ne peut pas, et il faut comprendre lesquelles. J'espère que ça a été, que c'était pas trop technique, que ça a été assez clair. Si vous voulez voir, si vous êtes intéressé à comprendre peut-être plus en détail certains, certaines étapes, certains concepts, dites-le moi en commentaire. Encore une fois, ça c'est mon système. Ça sert à rien que vous repreniez le même. Il faut que vous fassiez le vôtre par rapport à vos besoins. N'oubliez pas, je vous termine avec ce magnifique mail pour finir parce qu'il résume exactement My skills won't save you. Ok? Donc mes méthodes ne vont pas vous sauver vous. C'est à vous de trouver votre façon de faire. Vous pouvez évidemment vous inspirer, ça c'est sûr, mais faites en sorte que vous compreniez ce que vous faites. Ciao tout le monde.